Frédéric Monorakov, bonjour. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'intervenir sur Project It. On Plaisir. remercie aussi Augustine du groupe Purple qui nous a mis en contact, puisque c'est elle qui a pu déclencher le rendez-vous et puis qu'on puisse se rencontrer pour que vous puissiez intervenir sur notre émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter très succinctement avant qu'on commence nos échanges? Alors oui, donc je suis Frédéric Monomakov. J'ai créé Virage Group, qui est un éditeur de logiciels, il y a 25 ans. Avant, j'ai eu un passé sur lequel je reviendrai. Et je suis marié et j'ai deux enfants. Bon, super. Donc, votre agence, si je comprends bien, c'est une agence, un éditeur de logiciels, mais pas que ça. Il y a de l'accompagnement sur de la gestion de portefeuille de projet. C'est Ouais. ça, très bien. Alors notre métier, effectivement, notre métier de base, moi j'aime bien dire, on accompagne les équipes qui bâtissent le futur. Donc on travaille sur les projets, sur la stratégie. Et on est éditeur, donc on développe des solutions. Et on est également intégrateur, accompagnateur, consultant. Donc on accompagne nos clients dans la mise en œuvre de nos solutions. D'accord. Donc, oui, il n'y a pas qu'une notion juste d'intégration de logiciels, c'est un accompagnement poussé pour que vous puissiez aussi faire en sorte que les bonnes pratiques de gestion de projet soient bien appliquées et après au travers du logiciel ou de la solution. Ouais, alors on n'est pas des consultants, mais moi j'aime bien dire qu'on sait accompagner les équipes des premiers pas à la pleine maturité. C'est-à-dire souvent on a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des sujets de pilotage de portefeuille de projet. Parfois ils savent pas bien comment les adresser, etc. Et nous, on va les aider à mettre en place un dispositif adapté à leur maturité, adapté à ce qu'ils savent bien faire, et puis les aider à progresser. Donc on n'est pas des consultants, on est bien autour de notre solution, mais on a, j'aime bien dire, on a un ADN conseil. Moi, je viens du conseil, hein, historiquement. Beaucoup de membres de l'équipe viennent du conseil. Et donc, notre métier, c'est pas de mettre en place des logiciels, c'est de fournir des solutions à des clients qui ont des problèmes. D'accord. Alors, justement, vous venez de dire que vous venez du conseil. Avant de créer votre agence, par quoi vous êtes passé? Parce que on a déjà échangé un petit peu. Je sais que ça fait déjà un petit moment que vous avez votre agence, mais vous avez quand même passé avant cette agence, avant de créer cette agence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement? Ouais, j'ai un passé, effectivement. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans le monde du conseil, chez ce qui aujourd'hui s'appelle EY, donc cabinet de conseil en organisation, en travaillant à la fois sur des sujets IT et des sujets de gestion de projet. Après, je suis rentré dans une entreprise bien connue qui s'appelle FDJ, la Française des Jeux à l'époque, où j'ai travaillé 6 7 ans, là encore, à la fois sur des problématiques de projet et aussi de finance, puisque j'ai aussi des compétences financières. Et puis, à l'issue de ces deux expériences, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant une entreprise qui au début s'appelait Virage Consulting, qui était un cabinet de conseil. Et puis, rapidement, donc conseil autour des tableaux de bord, du pilotage, etc. J'ai eu un client, deux clients, trois clients qui m'ont dit, bah, nous, on a besoin de suivre beaucoup de projets de manière assez simple. À l'époque, il n'y avait pas de solution qui faisait ça. Il y avait déjà des solutions de pilotage de portefeuille de projet, mais qui étaient des grosses solutions plutôt prévues pour construire des centrales nucléaires ou des porte-avions, pas du tout adaptées à des projets métiers. Donc au début, j'ai fait développer un premier développement spécifique pour un client, un deuxième, et puis je me suis dit, bah non, il y a quand même une niche, il y a un truc à faire pour piloter beaucoup de projets, mais simplement. Donc ça a été le lancement de notre première solution, Project Monitor. Au début, je voulais faire du conseil avec des outils, puis c'est un peu foireux comme truc, hein. C'est quand même deux métiers bien différents. Donc on a basculé progressivement sur le métier d'éditeur. Donc on a vu toute l'évolution, toute la montée en puissance de la fonction de PMO, etc. Puisque Mhm. cette aventure s'est faite sur plus de 20 ans. Donc voilà, Oui. on a un peu de recul par rapport Ouais, au métier. j'imagine. En plus, alors avant de créer votre agence, comme vous avez dit, vous avez quand même eu quelques expériences. C'était quoi? C'était dans les années 90, c'est ça à peu près? Ouais, moi j'ai commencé à bosser en 90 et Ok, j'ai créé Virage en 2001, donc c'est les années 90, ouais. d'accord. Et à cette époque-là, est-ce que vous pouvez nous raconter comment la gestion de projet dans les organisations dans lesquelles vous évoluiez
se passer? Est-ce qu'il y a finalement beaucoup de différences entre ce qui se faisait dans les années 90, au début 2000 et aujourd'hui? Ou alors il y a vraiment eu une fracture et ce qui a amené peut-être à ce que beaucoup d'organisations mettent en place des choses un peu nouvelles. En fait, je pense que les années 90, alors déjà, il faut voir la gestion de projet, c'est une discipline qui date plutôt de 1900, on va dire, qui date de l'industrie, qui date de l'ingénierie, etc. Je pense que les années 90, et encore les années 2000, c'est les années dans lesquelles le mode projet, en fait, est devenu une manière de travailler en tant que tel et est sorti des métiers qui par nature faisait du projet. C'est-à-dire avant, le projet, c'était quelque chose dont on parlait dans l'ingénierie, dans le lancement de nouveaux produits, dans l'informatique, mais pas partout. Et puis en fait, dans les années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait dans les organisations des problèmes notamment de silotage, donc de fonctionnement en silo, et que bah, pour désiloter, il y avait une bonne manière, c'était de mettre en place des équipes projet, donc des équipes transverses, ce qu'on a pu retrouver également avec des équipes qualité ou des choses comme ça, pour dire, bah, OK, il y a l'organisation qui est un peu compliquée, lourde, surtout dans les grosses structures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un chef de projet, euh, des, des parties prenantes, enfin, on ne parlait pas de parties prenantes à l'époque, mais des équipiers, et puis on va faire avancer les choses. Donc je pense que les années 90, les années 2000, c'est le moment où le mode projet, on va dire, a commencé à véritablement se répandre dans toute l'organisation, est devenu un mode de management en tant que tel. C'est également, alors plutôt les années 2000, c'est le début des méthodes agiles, en fait, hein, qui ont également changé les choses, même si les méthodes agiles sont quand même, peut-être mis à part le Kanban, principalement utilisées aujourd'hui par des équipes IT, moins par des équipes métiers. Mais c'est pas toujours facile, hein. Je parlais d'une centrale nucléaire. Fabriquer une centrale nucléaire en méthode agile, c'est pas évident, hein. Euh, donc voilà, l'évolution, ça a été un peu une vulgarisation. Euh, le fait qu'aujourd'hui, bah, je pense que tout le monde dans une organisation sait ce que c'est qu'un projet, sait ce que c'est qu'un chef de projet. Alors tout le monde n'est pas forcément au bon niveau, etc. Mais il y a vraiment eu ce gros effort de pédagogie et d'appropriation, y compris par le top management. Oui, et je vous rejoins sur la qualité du métier de chef de projet, mais même peut-être d'autres fonctions qu'on pourrait aujourd'hui retrouver, qui ont peut-être changé de terme, encore une fois. Bon, c'est une histoire de vocabulaire, mais les compétences sont toujours, on va dire, les mêmes, nécessaires dans les organisations de devoir gérer, piloter ce genre de projet pour répondre à des besoins en gérant toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous avez quand même une vision à nous partager sur comment ça fonctionnait avant? Est-ce que, par exemple, vous vous retrouvez toujours dans la façon de gérer les projets aujourd'hui vis-à-vis de ce que vous faisiez avant, ou bien il y a quelque chose qui a changé, et si oui, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Alors, je pense que ce qui a changé, il y a deux choses qui ont changé qui sont plutôt positives à mon sens. Moi, j'ai souvenir de chefs de projet qui avaient du mal enfin, qui avaient du mal à s'affranchir de la hiérarchie. C'est-à-dire, effectivement, normalement, un chef de projet, il est responsable de son équipe, il a une mission qui lui est donnée par une direction, par la direction générale, peu importe. Et j'ai vraiment des souvenirs un peu d'ingérence des directions qui n'aimaient pas du tout cet électron libre qui sortait un peu des cadres. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien rentré dans les mœurs. Et donc, le fonctionnement en mode projet avec des chefs de projet qui travaillent de manière relativement autonome sur un périmètre de mission, je pense que ça a évolué dans le bon sens. Ce qui a également évolué dans le bon sens, c'est l'émergence de la fonction de PMO, donc de Project Manager Officer, qui était vraiment, euh, qui existait déjà. Enfin, je pense que quand j'ai créé Virage en 2000, le terme existait déjà, mais alors dans les organisations, personne ne savait ce qu'on parlait de bureau des projets, etc. Mais ça restait très rare. Aujourd'hui, je pense que la plupart des organisations ont compris que c'était quand même un facteur clé de succès d'avoir un bureau des projets, d'avoir des PMO pour coordonner l'action des chefs de projet, hein, tout simplement organiser le pilotage du portefeuille. Nous, en fait, notre métier, on travaille sur la gestion de projet, mais on travaille surtout sur le pilotage des portefeuilles projets. Et pour que ça marche bien, le fait d'avoir un PMO est vraiment un plus. Donc aujourd'hui, le PMO, c'est quand même une ressource sur laquelle les chefs de projet peuvent s'appuyer pour, pour faire avancer leur projet. Donc moi, je vois plutôt une évolution positive. Euh, bon, l'agilité, il y a du pour, il y a du contre, ça dépend un peu des projets, mais c'est quelque chose de plus qu'on a rajouté
dans la boîte à outils qui peut répondre à certains contextes. Donc, je vois plutôt une évolution positive. D'accord. Vous parliez du PMO et en même temps du chef de projet. Il y a beaucoup de confusion entre les deux rôles. Moi, j'ai ma propre vision aussi. J'estime qu'un PMO, c'est pas forcément une personne, c'est plutôt un bureau où on pourrait retrouver des chefs de Mhm. projet. Mais le but, c'est de pouvoir faire l'interface entre la fonction dirigeante qui a besoin d'avoir des remontées d'informations pour arbitrer, d'avoir une vue sur ce qui se passe sur le terrain sans forcément pouvoir y aller constamment, mais de façon très synthétique et de pouvoir prendre des décisions éclairées. Alors qu'un chef de projet va être beaucoup plus opérationnel. Et finalement, on retrouve un PMO, mais une fonction PMO qui peut être composée de plusieurs personnes entre les deux. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de confusion entre un PMO, finalement, doit s'approprier un projet, doit pouvoir gérer les équipes, Ouais. et ça vient se confronter à ce que normalement devrait faire un chef de projet. Alors, vous, avec votre expérience, comme vous avez vu un petit peu la démocratisation de ces fonctions-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment la différence entre un PMO et un chef de projet? Ouais, alors là, je rejoins tout à fait le fait qu'il y a un risque de confusion et il devrait y avoir aucune confusion, puisque c'est pas du tout le même métier. Je pense qu'effectivement, quand la fonction a commencé à émerger, on a pu la voir comme une espèce de super chef de projet. En fait, ça n'a vraiment rien à voir, hein. Le PMO, il est là pour aider au déploiement des méthodes. Et c'est un peu, alors je vais peut-être faire hurler les PMO qui vont nous écouter, mais c'est un peu l'équivalent d'un contrôleur de gestion, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est pas là pour faire le taf, hein. Le contrôleur de gestion, c'est pas lui qui fait tourner les usines. Il est là pour s'assurer que les méthodes soient respectées, pour filer un coup de main sur des aspects de gestion et pour s'assurer que la qualité des données qui est remontée est de bonne qualité. Et effectivement, dans un monde parfait, les chefs de projet pourraient être en ligne directe avec la direction générale. Simplement, quand on doit arbitrer un portefeuille de 50 projets, moi, en tant que dirigeant, j'aime bien savoir que mes 50 projets sont à peu près calibrés, analysés, qualifiés de la même manière. Donc, le PMO, son rôle, c'est vraiment pas du tout de se substituer au chef de projet, en aucun cas, mais de fixer un cadre pour le chef de projet, un cadre méthodologique, hein, et de s'assurer que les données remontées sont de qualité satisfaisante. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on voit ce métier qui continue à évoluer, puisqu'aujourd'hui, on parle de PMO stratégique, de SMO, Strategic Manager Officer, etc. Où comme le projet est une notion qui est largement sortie des domaines initiaux dont je parlais, le projet commence à adresser un peu toute l'entreprise. Également, la stratégie peut se piloter avec un mode qui est proche du mode projet. Bah, il y a aujourd'hui besoin d'avoir cette animation stratégique qui est assurée soit par des directions stratégiques, mais en fait, une direction de la stratégie, c'est pas elle qui fait la stratégie, c'est elle qui anime la Oui, stratégie. Donc, elle a un rôle qui se rapproche d'un rôle de PMO, en fait. oui, oui. Et alors là, je vais me poser peut-être quelques questions qui vont amener à un débat, je pense, très intéressant. Comme vous avez dit, le PMO est là pour accompagner, pour structurer, pour récupérer des informations aussi. Comme vous l'avez dit, quand il y a 50 projets, bon, et des fois, les chefs de projet eux-mêmes ont du mal à communiquer. Mais finalement, l'apparition de cette fonction, est-ce que ça ne traduit pas une sorte de mal plutôt au niveau des chefs de projet qui ont du mal à s'organiser pour récupérer les bonnes infos, les transmettre comme il faut, par exemple, à la direction, mais également à se structurer de manière organisationnelle sur les bonnes pratiques de gestion de projet? Je pense que vous serez d'accord avec moi. Des fois, on désigne des chefs de projet sans forcément qu'ils aient les compétences ou même Bien de sûr. l'expérience, alors que c'est un vrai métier qui demande du temps pour consolider. En fait, ça demande du temps pour consolider toutes les compétences d'être un chef de projet. Donc finalement, on vient mettre un petit peu ce pansement. Je vais être un petit peu, un petit peu vulgaire, excusez-moi, mais ce pansement PMO pour les accompagner sur des choses normalement qu'ils devraient savoir faire. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le boulot, le premier boulot d'un chef de projet, c'est de faire en sorte que son projet aboutisse dans On est les d'accord. délais et dans le cadre respecté. Pour ça, il doit s'appuyer sur un cadre méthodologique. En fait, je pense que même si on a des chefs de projet très expérimentés, il y a quand même un bon risque que chacun fasse un peu comme il a l'habitude de faire. Et donc, ça va être assez compliqué d'arbitrer, de consolider, etc. Donc, à partir du moment où on a une multiplicité de chefs de projet, je trouve que le fait d'avoir une fonction un peu de régulation et d'alignement est naturel et n'est pas
n'est pas un mauvais signal envoyé au chef de projet. C'est juste, franchement, si on a si on a quatre projets, quatre chefs de projet et un PMO, je pense qu'on a des questions à se poser. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un PMO avec quatre chefs de projet. On les met autour d'une table et tout va bien. On a quelque chose de plus vaste. Je pense que non, le PMO doit plutôt être vu comme un support. Je pense que quand je discute, alors les PMO, nous, on discute beaucoup avec les PMO, hein. On a fait comment ça s'appelle, un baromètre en fait de la fonction PMO en fin d'année dernière, où on a plus d'une centaine de réponses. Les PMO, c'est des gens qui se sentent assez seuls, hein, globalement, parce que en fait, on imagine que les chefs de projet vont venir les solliciter, mais les chefs de projet n'aiment pas beaucoup ça, en fait. Ils n'aiment pas beaucoup aller solliciter les PMO. Et puis, ils ont une mission qui leur est donnée par la direction générale, mais avec un portage qui est variable. Donc, parfois, il est bon, parfois, il est moins bon. Donc, c'est vraiment des gens, effectivement, avoir un petit bureau, c'est plutôt mieux. S'il peut être plusieurs, je pense que c'est plus vertueux. Mais c'est des gens qui, aujourd'hui, dont le métier est bien identifié dans l'organisation, mais qui ont encore besoin ouais, de de sorte, soutien. enfin, ouais, de s'ouvrir, de développer les échanges, etc. Et je pense que Mhm. autant leur rôle est très apprécié de la direction, autant la relation chef de projet vis-à-vis des PMO, je ne sais pas si les chefs de projet adorent solliciter les PMO. Ils ont tort, Ben, mais oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est aussi une perception de leur part qui peut être erronée dans le sens où un PMO est là quand même pour essayer de faire la transition, la transmission d'informations avec la direction et en même temps d'aider à cadrer les chefs de projet sur les bonnes pratiques, hmm. la standardisation des processus de gestion de projet. Donc il y a peut-être une vue un petit peu infantilisante de la situation, puisqu'un un PMO est là aussi pour recadrer les choses, pour en même temps accompagner les chefs de projet à transmettre son discours et toutes les bonnes informations pour le suivi du projet. Alors qu'un chef de projet pourrait légitimement se dire, mais je peux le faire tout seul. Alors qu'on sait très bien que le métier Ouais. est tellement lourd sur les responsabilités que ben, il faut parfois savoir un petit peu déléguer aussi. Oui, Et oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, on parlait c'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait aucune confusion. C'est-à-dire, le PMO ne peut en aucun cas s'approprier le bénéfice des avancées de ce qui est réalisé. C'est vraiment, je fais le parallèle avec un contrôleur de gestion. Un contrôleur de gestion, il sort des chiffres, il sort des données, etc. Mais les décisions de gestion, elles ne sont pas prises par le contrôleur de gestion, elles sont prises par les managers ou par le chef de projet dans le cas de l'équipe projet. oui, totalement. Voilà. Et Donc ça, c'est une grosse évolution, cette émergence du métier de PMO dans le temps. oui, et alors c'est aussi pour ça, alors j'essaie de rebondir un petit peu là, sur la création de votre agence, c'est en partant un petit peu aussi de ce postulat là que vous vous êtes dit, bon, ça serait bien aussi peut-être de créer quelque chose qui permettra d'aider ces équipes qui sont en train de se formaliser, que ce soit du PMO, des chefs de projet avec des équipes projets, et même d'un point de vue beaucoup plus global, systémique, de se dire il y a quand même quelque chose à faire avec ces équipes qui ont du mal parfois à se communiquer, à être formées, ou même tout simplement à gérer les projets. Donc, ça serait peut-être intéressant de lancer quelque chose qu'on va appeler Virage Group. Enfin, à terme, c'est qui s'appelle aujourd'hui Virage Group. Ouais, ouais. Alors en fait, ça s'est pas fait exactement comme ça, parce que bah, nous, on fait du business hein, quand même, il faut qu'on vende ce qu'on fait. Et quand on fait du business, on distingue ce qu'on appelle les buyer persona et les user persona. Le buyer persona, c'est celui qui fait le check, le user persona, c'est celui qui utilise la solution. Le développement en fait de Project Monitor, le passage de Virage Consulting à Virage Group, c'est fait pour répondre aux besoins des managers. En fait, nous, on répond aux besoins des managers. Donc, historiquement, on équipe, on va dire, deux types de portefeuilles de projets. Les portefeuilles de projets de direction générale, on va dire, les plus grands projets de la boîte. Donc, celui qui est demandeur, ça va être le dirigeant. Et les projets IT. Donc, on va dire les portefeuilles de projets IT, donc les DSI qui vont être nos clients. Donc ça, Et c'est vraiment pour ça, en fait, que c'est avec eux qu'on peut aller proposer notre solution, votre notre solution, etc. En fait, on a démarré presque avant l'apparition du métier de PMO. Ce qu'on a vu, c'est que quand on mettait en place notre solution, là où ça marchait le mieux, c'était quand il y avait quelqu'un qui faisait tourner la boutique. Et la personne qui fait tourner la boutique, c'est pas le dirigeant, c'est pas le DSI,
c'est un niveau intermédiaire. Donc, c'est cette notion de PMO. Donc, en fait, Virage s'est pas développé pour répondre aux besoins de PMO. On a eu deux mouvements parallèles qui a été le besoin d'outiller des pratiques. Et une fois qu'on outillait ces pratiques, on a eu besoin de faire émerger des gens pour s'occuper d'animer la gouvernance. Nous, en fait, on est convaincus que les outils doivent vraiment être au service de la gouvernance. Donc, on travaille vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on apporte des outils pour les comités de direction, pour les comités d'arbitrage, pour qu'on aide à prendre les bonnes décisions. Et pour aider à prendre les bonnes décisions, c'est bien d'avoir des bons outils, mais c'est bien d'avoir aussi des personnes qui s'en occupent. Aujourd'hui, on est bien conscient que nos user persona, donc les gens qui utilisent notre solution, il y a des équipes projet, des chefs de projet et les chefs d'orchestre qui sont souvent nos administrateurs fonctionnels, ce sont les PMO. Et des PMO, aujourd'hui, je dirais qu'il y en a dans vraiment la plupart des organisations matures, hein. C'est quand même quelque chose d'assez répandu. La mature ou même dès qu'il y a un portefeuille un peu important, il n'y a pas forcément quelqu'un qui a le titre de PMO, mais il y a en général quelqu'un qui en a la fonction. Sinon, c'est D'accord. compliqué. Ouais. Vous parlez de plusieurs couches d'organisation d'une entreprise. Il y a le niveau, on va dire, projet, il y a le portefeuille, il va y avoir des personnes qui vont s'occuper de ça. Est-ce que vous avez aussi intégré cette notion de gestion de programme avec des chefs de programme qui peuvent s'incorporer dans votre façon de procéder, dans vos outils? Alors, nous, on est... oui, bien sûr, hein, parce que nos clients gèrent des projets complexes qui sont des programmes. Je pense à une grande métropole, bah, c'est la métropole de Lyon, d'ailleurs, je peux les citer, il n'y a pas de sujet. Eux, ils font vraiment de la gestion de programme. C'est-à-dire que quand on fait le contournement de la ville ou quand on construit des dizaines de kilomètres de pistes cyclables, en fait, c'est pas un projet, c'est un programme et qui va se décomposer en un ensemble de projets. D'ailleurs, c'est assez intéressant la manière dont, parce qu'ils ont vraiment une gouvernance qui est extrêmement structurée et intéressante. Eux, ils commencent par créer un projet dans le cadre de la gestion de la demande, hein, savoir s'ils peuvent lancer le projet. Ils appellent ça les idées de faire. Voilà, les idées de faire, c'est les projets qu'on va lancer. Et donc, quand le projet, on va dire, il me faut 20 millions d'euros, 10 millions d'euros pour faire tel ou tel projet. Et quand le projet va être validé, dans son enveloppe globale, on va dire quand il va être préfiguré, il va devenir un programme et va être détaillé en sous-projets qui vont correspondre aux différents lots techniques. Donc oui, alors après, beaucoup de comme je disais, on a à peu près la moitié de nos clients qui sont sur des projets IT, sur lesquels on n'a pas forcément aussi naturellement les notions de programme. Euh, on va plutôt être sur des notions de portefeuille. Alors la différence que je vois entre les deux, c'est que, bon, c'est vraiment chacun ses vocables, mais c'est plutôt le lien du PMI, c'est que un programme, c'est vraiment un ensemble de projets qui sont interdépendants. C'est-à-dire le programme en tant que tel a un sens parce que, bah, par exemple, si je fais de la voirie avec des travaux de tuyauterie et d'électricité, c'est vraiment un programme parce que les trois ont du sens ensemble. Un portefeuille, c'est plutôt des projets qu'on va réunir parce qu'ils servent une même thématique, un même besoin, mais chacun peut être mené avec plus d'autonomie. Donc aujourd'hui, nos clients choisissent nos solutions pour faire principalement du pilotage de portefeuille et certains d'entre eux font de la gestion de programme. Oui, puisqu'un programme, de toute façon, peut intégrer naturellement un portefeuille autour d'une thématique. Si on prend le cas d'une DSI, on peut très bien avoir un programme complet de refonte de systèmes d'information, mais sans forcément s'affranchir de projets plus autonomes qui ne dépendent pas de programme. Oui, oui, et même en fait, quand on pense à un projet oui, de rénovation du système d'information, c'est presque un porte. Alors, on va pas faire un débat Oui, de terminologie d'expert, mais non, mais c'est je pas des pense que choses qui sont oui, on forcément sera très d'accord. très liées les unes aux autres. Oui, oui. En revanche, enfin, dans l'IT, bah, si on veut monter, alors c'est entre l'IT et l'infrastructure, mais si on veut mettre en place un nouveau data center, bah là c'est un programme hein, parce qu'il faut trouver le bâtiment, mettre les serveurs, mettre le câblage, mettre les applicatifs, etc., etc. Donc là on est vraiment sur de la gestion de programme. Oui, parce que finalement, un programme, c'est un portefeuille de projets, peut-être à une échelle un petit peu plus réduite qu'un vrai portefeuille qui va incorporer peut-être d'autres éléments Et puis qu'on ne des peut pas projets considérer comme des interdépendants en programmes. fait. Le programme, enfin, Voilà, moi c'est c'est comme ça. ça que je vois c'est comme ça que je vois les choses. Oui, oui, non, on est vraiment d'accord. Ils servent au même objectif, tout en Voilà. sachant que un programme aussi est un élément qui vit, où on peut à tout moment lancer un projet dans le programme parce qu'on estime que c'est nécessaire, ou bien parce qu'un projet est considéré comme trop gros, donc on va le décomposer.
Après, comme moi je suis d'accord avec vous, c'est la terminologie en elle-même, on peut très bien apporter une explication qui peut être un peu différente ou le vocabulaire n'est pas forcément le même. Le tout, c'est de savoir en termes d'organisation, de gouvernance, comment on situe les bonnes personnes, enfin les personnes, où est-ce qu'on les met aux bons endroits, avec les bonnes compétences. Et à ça, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut toujours des gens pour accompagner, d'où la fonction de PMO, qui Ouais, peut aussi se mettre sur un niveau programme sans aucun problème. tout à fait. Et en fait, c'est intéressant de notre discussion parce que quand on disait on accompagne nos clients dans la mise en place de nos solutions, souvent le premier sujet, c'est la sémantique en fait. C'est de savoir Mhm. bah, déjà bien se mettre d'accord, c'est quoi un projet, c'est quoi un programme, c'est quoi une action de transformation, c'est quoi, etc., etc. Et bon, alors il y a des clients qui sont déjà super matures là-dessus, tout va bien, etc. Mais souvent, quand même, c'est moins, voilà, ça mérite d'être D'être qualifié. clarifié. Oui, Voilà. oui, on est d'accord. Alors, on a beaucoup parlé de projet, programme, portefeuille, mais il y a un terme sur lequel on n'a pas encore abordé, c'est le mode produit. Je pense qu'on sera Ouais. d'accord, hein, parce que un projet permet de livrer à la fin un produit ou un service ou un résultat. Bon, mais en tout cas, il y a une production qui est effectuée qui permet de répondre aux besoins, d'obtenir ce qu'on appelle de la valeur. Mais on a quand même vu apparaître des frameworks, des outils, voire même des méthodes, enfin on peut appeler ça comme on veut, qui vont surtout favoriser un mode produit avec comme avantage, c'est un avantage pour le marketing, en se délestant de tous les mauvais côtés du mode projet. Alors, encore une fois, moi je cherche les mauvais côtés du mode projet, je ne les ai pas encore trouvés personnellement. Ça, c'est mon point de vue encore, tu vois. Mais vous, de votre côté, cette apparition du mode produit qui a été vraiment portée aussi par les pratiques agiles quand elles ont émergé, voilà, on a vu ce genre de bonnes pratiques apparaître et avec des façons de s'organiser dans les entreprises, notamment dans les DSI, autour d'un mode produit. Quelle est votre perception des choses? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle différence entre ces pratiques-là ou finalement il ne faudrait pas faire de distinction, les deux peuvent être très complémentaires? Alors, nous, déjà, en tant qu'éditeur, je dis toujours qu'on est agnostique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut équiper du PMI, du Prince2, de l'Agile, voilà. Donc, on n'est pas affidé, on n'est pas lié à une méthodo. Dans nos clients, il y a assez peu de pratiques de mode produit. Je pense, j'ai parlé de Prince2, qui est quand même une méthodo qui est très axée produit. Donc, on a plusieurs clients qui utilisent ou qui ont utilisé la méthode Prince2. Moi, je ne suis pas forcément le plus grand expert en méthodologie. Je vois bien l'idée, mais qui me paraît plutôt relevée. Mais je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je ne voudrais pas me lancer dans un débat d'experts. Qui me paraît plus relever de la bonne interprétation du mode projet que d'un truc en rupture totale. Oui, C'est-à-dire, effectivement, bah, un produit, c'est pas hyper différent d'un livrable. Et bah, se dire, bah oui, bah, il faut valider le produit avant de passer à l'étape suivante, etc. Oui, oui, d'accord, voilà. Donc, moi, je vois pas une rupture, mais je suis pas spécialiste, hein, donc je voudrais pas me lancer je ne me confronterai pas à un spécialiste du mode produit. On a des clients qui travaillent comme ça, notamment avec Prince2. Je ne vois pas dans le quotidien de changements verticaux. d'accord. Et comment vous avez pu incorporer, puisque je disais que dans un mode produit, ça a été porté par des approches plus agiles, mais il y a aussi bon, des pratiques comme le DevOps, ce genre de framework ou de méthode, encore une fois, certains les appelleront comme ils veulent. Ça a été porté par une sorte de philosophie issue du manifeste agile et des bonnes pratiques issues de l'ingénierie logicielle. Mais finalement, comme on disait tout à l'heure aussi, une panoplie d'outils qui viennent agrémenter notre boîte à outils. Donc, on peut piocher dedans. Encore une fois, c'est en fonction du contexte. Mais par rapport à vous, comment vous réagissez à peut-être certaines demandes de vos clients quand ils testent vos outils ou même quand ils prennent conseil auprès de vous, en se disant, ben voilà, moi j'ai un cas spécifique qui va me nécessiter, par exemple, bon, d'effectuer tel projet et donc peut-être de livrer tel livrable ou slash tel produit. Vous, dans votre façon de procéder pour répondre à ce besoin-là, comment vous procédez? Parce que pour vous, c'est finalement un réel projet de devoir faire ça. Oui, alors, nous, ce qu'il faut voir, c'est que Project Monitor, c'est une solution qui est super configurable. Et qui va permettre de définir ce que nous on appelle des gabarits ou des modèles de projet ou des méthodologies. En fait, un gabarit, ça correspond à une méthodologie. Et donc, on peut très bien dans une organisation avoir à la fois
des projets qui vont fonctionner en Scrum, des projets, alors du Scrum plus du Prince2 plus du PMI, j'ai jamais vu, mais pourquoi pas? On pourrait imaginer d'avoir les trois. Donc en fait, quand on va avoir un client qui veut par exemple travailler en Scrum, on va mettre en place un paramétrage qui va répondre à ce besoin. On va créer avec lui des gabarits de projets qui correspondent à ce besoin, qui vont lui permettre d'outiller simplement sa gestion de projet là-dessus. Et puis après, en parallèle, il pourra avoir d'autres projets, peut-être pour d'autres équipes, qui fait en waterfall, enfin qui fait en cycle en V, de manière classique. Donc aujourd'hui, avec notre boîte à outils Project Monitor, on réussit à répondre à des besoins. La première fois, parfois on fait voler notre produit, la première fois qu'on a fait un projet Prince2, Prince2 a quand même un certain nombre d'exigences sur des règles de mitigation, de risques, de choses comme ça, enfin d'incidence, ça s'appelle mitigation d'incidence. On a fait évoluer notre produit parce qu'on s'est dit c'est quand même intéressant de bien pouvoir utiliser Prince2, mais en restant dans un cadre commun. Nous, en fait, la philosophie, c'est qu'on fait zéro spécifique. Donc, dans Project Monitor, il y a zéro spécifique. S'il y a un besoin qui est suffisamment générique, on va l'intégrer à notre produit pour qu'il puisse bénéficier à tous nos clients. Ce genre de demande de devoir structurer cette organisation, cette structure organisationnelle pour lancer un projet, peu importe sa nature, comment elle intervient? Est-ce que c'est une demande qui est effectuée parce qu'un projet est lancé, mais finalement on ne sait pas comment le structurer? Et là, à ce moment-là, l'outil et toute la philosophie que vous portez derrière l'outil permet de cadrer les éléments. Ou alors, ça vient s'incorporer peut-être dans une démarche de standardisation. Une entreprise, par exemple, a déjà pu challenger plusieurs projets, a pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, il est temps de mettre en place nos bonnes pratiques, notre propre méthode. Et là, un outil comme le vôtre pourrait rendre Ouais. service. Alors nous, on intervient plutôt en aval des choix méthodologiques, c'est-à-dire on n'est pas là, on n'est pas des, comme je disais, on n'est pas des consultants qui vont face à une organisation faire un diagnostic pour voir le mode le plus adapté. Pour autant, comme je disais, on a un vrai ADN conseil et puis surtout on a beaucoup beaucoup d'expérience parce qu'on a déployé des centaines de projets de mise en place de nos solutions. Donc en fait, on sait qu'il y a aussi des bonnes et des mauvaises pratiques. Typiquement, je vais partager avec ceux qui nous écoutent une mauvaise pratique. C'est quand on a une organisation assez complexe qui fait plein de métiers, il y a quelqu'un qui dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on n'y comprend rien là-dedans, c'est trop compliqué. On va mettre en place un mode projet unique. Donc un planning enfin des méthodos projet unique. Alors ça a quand même toutes les chances de pas fonctionner, hein. Je pense que parce qu'en fait, un projet IT n'a pas grand-chose à voir avec un projet marketing qui peut être de lancer un salon ou avec un projet industriel. Ce qui est bien, c'est plutôt de raisonner à deux niveaux, de bien dissocier ce qui relève du pilotage et ce qui relève de la gestion de projet. Moi, en tant que manager, le fait que sur chaque projet, j'ai besoin de 4 jalons de pilotage, qui peuvent être du PDCA, quoi. J'ai démarré mon projet est en cours, j'ai validé les livrables, le projet est terminé. Ça, on est à un niveau conceptuel qu'on peut déployer partout. Après, il est préférable de faire des déploiements sectoriels, enfin, ou par métier, pour s'adapter aux pratiques. Je parlais tout à l'heure de la notion de gabarit. Je reprendrai l'exemple de la collectivité dont je parlais tout à l'heure. Dans leurs projets, ils ont des projets qui sont des constructions de 10 km de pistes cyclables, et puis ils ont d'autres projets qui sont de refaire la peinture d'une salle de réunion. Évidemment, ça n'a rien à voir. Et évidemment, on a intérêt à se rapprocher des besoins de la personne qui a besoin de repeindre sa salle de réunion, qui a un petit projet, mais c'est quand même un projet, hein, dans leur vision, pour voir de quoi il a besoin. Donc voilà, je pense que nous, on peut intervenir en conseil. Ce qu'on va conseiller à nos clients, c'est toujours d'aller vers plus de simplicité. On a un esprit qui est, tous, hein, tous les humains, je pense, un esprit qui est pervers, c'est-à-dire en fait, quand il y a un problème, on a tendance à rajouter des choses. Alors qu'en fait, il faut se faire violence pour dire, non, si j'ai un problème, qu'est-ce que je peux retirer? Et ça, c'est très difficile. Donc ça Oui, arrive, par exemple, qu'on ait des démarrages, on ait des clients qu'on réfléchit, éventuellement accompagnés par des consultants sur des méthodos lourdes. On fait un démarrage et puis 6 mois après, on revient et on baisse le niveau d'exigence parce que là encore, pour nos donneurs d'ordre, eux, ils ont un besoin de pilotage. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans l'intimité de la manière. Il faut laisser aussi aux chefs de projet de l'autonomie dans la manière dont ils gèrent leur projet. Pour peu qu'ils respectent le cadre commun,
la manière dont ils organisent les réunions avec les équipes. Enfin, chaque organisation fait comme elle veut, mais je pense qu'on peut laisser de l'autonomie. C'est aussi le rôle d'un chef de projet d'être autonome. Oui, donc si je comprends bien, il y a deux grandes phases dans ce que vous expliquez. C'est cette phase un petit peu de cadrage où on accompagne à structurer toute cette organisation. Mm. Vous n'êtes pas là, comme vous disiez, vous disiez tout à l'heure, à accompagner sur l'aspect, bon, ben, on va vous aider à cadrer le projet en lui-même. C'est pas votre objectif. Normalement, ils ont déjà un besoin qui est exprimé. C'est après à eux un petit peu de se débrouiller pour savoir les objectifs qu'ils veulent atteindre et la nature du projet qu'ils vont lancer. Mais par contre, vous intervenez pour les aider à cadrer toute cette structure Voilà. organisationnelle Alors, pour permettre son lancement officiel. voilà. Nous, en fait, une fois de plus, on n'intervient pas sur le lancement d'un projet, on intervient quand il y a plein de projets à mettre sous contrôle. Mhm. Le projet de mise en place de notre solution, ça, on va le cadrer évidemment avec le client. On va bien Oui. le définir. Et après, on va aider le client. On essaye, nous, quand on met en place notre solution, finalement, de retarder le plus possible le moment où on va ouvrir le capot, montrer la solution, etc., etc. Mhm. Parce que nous, on sait bien ce qu'il faut en termes de méthodologie pour mettre en place notre solution. Donc, typiquement, on va amener le client à réfléchir sur ces notions de modèle de projet. Alors, ça arrive que des clients nous disent, bah, nous, vous savez, on n'a pas trop de méthodo, tous les projets sont différents, ok. Alors, on dit, bah oui, mais quand même, racontez-nous. Alors, tel projet, il est comment? Alors, bah voilà, on a fait ça, 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 ça. Et puis, tel autre projet, bah, on a fait ça, 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 ça. Ah, bah, c'est quand même un peu pareil. Vous voyez, vous avez des points communs. Et en fait, on va faire émerger rapidement des méthodologies de fait qui existent, qui sont un peu un socle commun de pratique. Et après, donc, on va aider le client à formaliser ça et on va le traduire dans notre solution. Et quand on déploie, je parlais tout à l'heure de déployer, souvent on rentre dans une direction, puis après on va accompagner le client dans le déploiement d'autres directions. Bah, le travail, c'est d'aider le client, d'analyser les pratiques du client sur un ensemble de projets pour construire des modèles et l'aider à déployer. Oui, finalement, il y a la possibilité de construire un squelette projet C'est ça, euh, qui peut être duplicable, mais qui vient standardiser les processus de gestion de projet de l'organisation. tout à fait. Après, quand on va cadrer un nouveau projet, on s'appuie sur ce squelette-là, pardon. Mais derrière, oui, ça laisse toute l'opportunité pour chacune des phases du projet qu'on va bien évidemment cadrer parce qu'il y a une nature spécifique à définir, de pouvoir à l'intérieur rentrer dans chacune des étapes pour dire ben, voici comment on va fonctionner dans cette étape-là, tout en suivant le squelette global du projet qu'on a C'est établi. exactement ça. En fait, moi, je pense que la bonne pratique, c'est plutôt en tout cas du point de vue du management, le squelette, il doit rester un cadre assez structurant et léger. Mais par exemple, descendre à un niveau de détail très fin, qui est de quand je crée un modèle de projet, d'avoir des petites tâches qui sont convoquer le comité de direction, le comité de pilotage, etc., etc., ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin, je pense que Mhm. c'est de mon point de vue, hein, Oui, c'est oui. pourquoi pas, mais tel chef de projet va le faire d'une manière, telle chose. Et en fait, le risque, c'est d'avoir trop d'infos Mhm. et donc de perdre de vue les infos essentielles. Et en fait, moi je dis souvent, sur du suivi de projet, sur du pilotage de projet, plus on a d'informations, plus elle est fausse. Donc il vaut mieux avoir moins d'informations et la bonne information. Parce que en fait, l'enjeu, il est là, hein, c'est d'avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Ah ouais, on est d'accord, oui, ça c'est sûr. Et ce que vous venez de dire aussi, ça m'évoque moi ces parties squelettes que j'évoquais. Personnellement, j'aime bien prendre l'exemple du stage gate où Hmm. on a ces grandes phases, bon, à la base, qui Ouais, bah étaient oui. faites pour créer un produit, mais finalement qui est très modulable, puisque moi, personnellement, dans les organisations où je suis passé, j'ai toujours vu ce genre de découpage très macro des phases d'un projet, avec des milestones ou des jalons de validation qui permettaient de faire des arbitrages pour la direction. Oui, on lance le projet, ou oui, on le met en prod. Bon, encore une fois, ça dépend. Mais finalement, toujours avec cette souplesse dans chacune des phases où on peut, avec le chef de projet, travailler, dire, bon, ben, voici les grandes étapes de notre projet, c'est le squelette global, à toi de te l'approprier, derrière, de gérer les différentes étapes, sachant que tu as un résultat spécifique à atteindre. Ouais, alors moi je suis complètement en phase là-dessus. Le Stage and Gate, c'est vraiment très proche de la philosophie qu'on Mm. pousse, c'est-à-dire ça dissocie bien la responsabilité d'arbitrage, on va dire, qui est vraiment le franchissement de jalon, de la responsabilité opérationnelle qui est de conduire le travail au sein des phases. Et effectivement, il y a vraiment deux niveaux. Il y a le niveau pilotage qui est du niveau gate,
et le niveau exécution qui est à l'intérieur des phases et où bah, l'équipe va s'arranger comme elle veut. Elle peut avoir des méthodologies qui lui sont proposées, elle peut avoir des boîtes à outils, elle peut avoir plein de trucs, mais c'est le boulot du chef de projet, hein. Ouais, non, ça, c'est très bien. Oui, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais parler de mon expérience vis-à-vis de cette application qui, finalement, elle est faite un peu partout, même si elle n'est pas formalisée. Personnellement, je ne sais pas si c'est un biais de ma part, mais je le vois toujours très facilement découpé en grandes phases que j'arrive à associer à un stage gate ou à autre chose. Ouais, Mais généralement, dans chacune des phases, peu importe comment on les appelle, encore une fois, il y a énormément d'itérations. C'est-à-dire que c'est n'est pas une production très séquentielle dans les phases, même les phases, comment elles se suivent. Il peut y avoir des itérations dans certaines phases quand le projet le nécessite. Je pense généralement dans la phase de mise en œuvre avec les tests, mais il y a toujours des itérations qui se font quand on produit quelque chose pour naviguer entre on incrémente, on teste, on incrémente, on teste. Et quand on se met en amont de certaines phases, on n'est pas encore en train de produire, mais tout simplement en train de cadrer ou même de rédiger un cahier des charges, c'est tout le temps en itération. Et finalement, le côté très séquentiel des choses qu'on essaye de dire et on essaye de diaboliser le mode projet, alors qu'on essaie toujours de rester agnostique, hein. Moi, j'étais totalement d'accord avec ça. Finalement, il y a énormément d'itérations qui permettent d'avoir, comme vous disiez, les bonnes informations pour ensuite passer à l'étape suivante. Et toujours, on va dire, donner ce qu'il faut à la direction ou à un sponsor ou à une instance d'arbitrage les bonnes infos pour dire ben, est-ce que maintenant on peut passer à l'étape suivante, est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'alors il faut recommencer. ouais, alors il y a des itérations. Moi, je pense quand même que le stage engate, quand il est appliqué avec un peu de rigueur, est quand même quelque chose d'assez vertueux et qui n'est pas du mode projet tout à fait classique, hein. Et Oui, je pense que ça peut amener, en fait, ça force à prendre des décisions qui peuvent être douloureuses. Il y a un truc qu'on a hors de faire d'une manière générale, c'est d'arrêter les projets. oui, Stage and Gate, je trouve, donne des opportunités d'arrêter des projets quand ils doivent être arrêtés. C'est-à-dire, si on ne réussit pas à atteindre une gate, si on n'est pas satisfait d'un truc, on a quand même la tendance naturelle, parce qu'on a une équipe projet, parce qu'on est persuadé qu'on va y arriver, etc., à engager la suite. Donc, le fait qu'il y ait des itérations, oui. Le fait de ne pas engager en tout cas beaucoup de ressources sur la phase suivante tant qu'on n'a pas atteint une gate me paraît être comme assez vertueux et assez peu pratiqué. Et même oui, à titre perso, c'est assez difficile parce que quand on croit oui, en ce projet, on dit on va y arriver. oui, bien sûr. C'est un peu comme quand on se donne des ultimatums en disant bah, de toute façon, si j'ai pas terminé à telle date, j'arrête. Bah, souvent, on n'a pas terminé à telle date et on n'arrête pas. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a énormément de courage à avoir et ça, c'est les dirigeants qui doivent porter ce courage en étant accompagnés aussi du chef de projet, puisque des fois, Ouais, le bien chef de sûr. projet, ça dépend des organisations, mais a une responsabilité qui est beaucoup plus forte en fonction du contexte. On peut même parler de chef de programme, encore une fois, ça dépend, hein, la construction de l'organisation. Mais il y a toujours cette notion de courage aussi de dire, à un moment donné, ben, on est dans telle phase du projet, même parfois dans une phase un petit peu avancée. On est Ouais. peut-être même en production, et puis on voit que ça ne mène à rien. On s'est trompé quelque part, et c'est normal de se tromper aussi, parce que projet, c'est se projeter. Donc on ne prédit pas l'avenir, on essaye d'anticiper ce qui peut arriver, tout en gardant en tête que oui, ça reste que des projections, des hypothèses qu'on doit valider. Et si ça ne se valide pas, bien, il faut arrêter. Et je vous rejoins totalement, je ne vais pas dire un manque de courage, mais finalement, on veut que le projet réussisse. Donc, est-ce qu'on essaie de se bercer d'illusions ou est-ce qu'on a des biais? Encore une fois, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que ça nécessite énormément de courage de se dire, bon, ben, ça ne marche pas, on arrête. Et Bah, en le fait fait, de... Oui, allez-y, oui, le allez-y. truc, c'est de quand on prend une décision dans ce cadre-là, notamment une décision d'arrêt de projet, c'est on acte l'échec. Alors que si on laisse faire les C'est ça. choses, on va être sur un échec dilué. Moi, alors on n'a pas eu la chance de travailler pour eux, mais je prends un exemple. Moi, j'aime bien l'automobile. Jaguar, à un moment donné, avait prévu de lancer une nouvelle berline électrique, hein. Ils sont allés jusqu'à l'industrialisation, puis ils se sont rendus compte que leur voiture n'était pas au niveau. Ils ont arrêté. Donc là, ils n'ont plus de voiture à vendre. Mais celui qui a décidé d'appuyer sur le bouton en disant bah, on va pas sortir la voiture, ça n'a pas dû être facile, mais sinon, ils auraient sorti sans doute un mauvais produit qui aurait conduit à plus de pertes. Mais le jour où on appuie sur arrêter, on passe des centaines de millions d'investissements. Alors, on n'a pas toujours des projets de centaines de millions d'investissements, mais Oui. voilà, il y a un vrai courage et ces méthodos peuvent aider, effectivement. Finalement, on retrouve aussi
cette notion de gestion des risques. Là, on est vraiment à très haut niveau. On le voit sur la partie opérationnelle quand on gère un projet sur des risques plus, bon, mais si telle personne n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors si on n'a pas le fournisseur qui arrive à temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on est aussi dans cette analyse de risque où il faut évaluer le pour et le contre et savoir ce qu'on fait si jamais ça se déclenche. Ouais. Alors la gestion des risques, ça, je veux bien qu'on en parle un petit peu parce Oui, que bien sûr. c'est un sujet euh, qui, je trouve, alors du coup, a étonnamment peu progressé. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire la gestion des risques, c'est quelque chose dans lequel il y a une grande maturité dans le monde industriel. Mhm. Dans le monde industriel, il y a une vraie culture dans les projets industriels, hein. Mais sans doute aussi parce que c'est des gros investissements. Il y a une vraie culture des risques, d'évaluation des risques, d'évaluation du coût des risques avec des méthodos qui sont éprouvés, etc., etc. Moi, ce que je vois dans les projets IT ou dans les projets métiers, c'est qu'encore aujourd'hui, chez beaucoup de nos clients, je suis obligé de le reconnaître, la culture de gestion des risques, de prévention des risques est vraiment minime. C'est-à-dire qu'en fait, je le dis souvent en riant, mais la gestion des risques, on l'a fait au lancement du projet, parce que ça fait bien, quand on fait son plan projet, on l'a fait, et puis on l'a fait quand on a des emmerdes, en disant, oups, là, faut que je remette en place le truc. Mais des organisations qui, de manière structurée, méthodique, font périodiquement une réévaluation des risques des projets et en tirent des conséquences, j'en vois pas beaucoup. Et j'ai Oui, pas pareil. l'impression que ça progresse des masses, hein. Je sais pas, Johan, Non, quel est votre... non, non, non. Ouais, même les risques sont très mal évalués et c'est pas en utilisant l'IA qu'on va vraiment avoir une réelle vision des risques parce que généralement, moi, j'essaie de m'en servir pour, comme tout le monde, pour essayer de voir, pour affiner la vision. Et on retrouve des risques qui sont très classiques, que ce soit au niveau stratégique, tactique, opérationnel. Mais le véritable intérêt d'un risque, c'est bien sûr de le détecter, mais aussi de le catégoriser, de le classifier, de voir sa criticité et surtout de dire mais qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Bien sûr, Et bien sûr. parfois, la solution, c'est de stopper. Et qu'on revient à cette notion de courage, de se dire à un moment donné, si ce risque intervient et qu'il se déclenche, on n'a aucun autre moyen de stopper, parce que sinon, ça peut amener des conséquences beaucoup plus graves. Hmm. Donc la gestion des risques, voilà, un beau champ de progrès Mm. pour les années à venir. Je ne sais pas pourquoi ça... Alors, je vous coupe, excusez-moi, mais Ouais, tout à l'heure, vous avez dit dans le monde IT. Mais ouais, l'IT, c'est très vaste. Moi, je viens de l'IT, hein, personnellement. Et ouais. dans l'IT, on retrouve des thématiques logiciels, infra, système, réseau, Ouais, dans l'infra, c'est cybersécurité. sûrement beaucoup mieux géré. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander, parce que l'IT, c'est dans quel domaine? Alors, je pense connaître la réponse, mais Non, non, je parlais plutôt de la partie applicative, enfin la partie oui, oui, d'accord. développement, etc. La partie vraiment projet. Non, non, la gestion des risques. Alors, je parlais de l'industrie, mais c'est vrai que l'infra peut se rapprocher de l'industrie par certains côtés. Enfin, notamment avec toutes les démarches de PRA, de PCA, etc., etc. Il y a une vraie culture, je le vois bien, hein, même chez nous, une vraie culture de gestion des risques, de prédiction, enfin oui, de prévention de ce qui peut arriver et d'élaboration de plans de remédiation des risques. Donc, effectivement, quand j'ai dit IT, c'était projet IT. Oui, oui, bien sûr. Mais projet Euh, métier, c'est pareil, hein. Projet métier, ah c'est oui, pareil, oui. hein. Ah oui, Voilà. oui, non, mais on peut le retrouver un peu partout, ça, on est d'accord, hein. Encore une fois, je pose la question, bon là, par contre, j'ai pas de réponse, c'est vraiment une interrogation de ma part. Je sais que ça va peut-être pas forcément en faire plaisir à certains, mais tant pis, hein, on est là pour aussi élever le débat. Est-ce que vous pensez que cette notion de gestion des risques, qui a finalement pas si évolué que ça dans le domaine IT, encore une fois, n'est pas aussi une conséquence de certaines approches agiles qui ont été mal mises en place, dans le sens où, comme on a la capacité de s'adapter rapidement, est-ce que ça vaut le coup de faire une gestion des risques sur 5, 10 mois, 2 ans, enfin peu importe, encore une fois. Non, moi je pense pas que ce soit lié parce qu'en fait, si les projets en cycle en V étaient mieux gérés en termes de gestion des risques que les projets agiles, ça se serait. Et puis, il y a des. C'est peut-être parce que parfois on ne sait pas comment, on n'a pas envie de se confronter à la réalité. Je pense que Mhm. dans les. Alors vous devez être confronté à ça en permanence. Le risque numéro un dans les projets, notamment les projets de développement, etc., c'est le manque de portage managérial. Ah On oui. lance un projet, tout le monde s'en fout, enfin tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de portage au bon niveau. Mhm. Souvent, le plan de remédiation, il n'est pas évident parce qu'on a lancé un projet qui n'est pas trop soutenu. Donc non, je pense pas que ce soit lié à l'agilité. Je pense pas que ce soit lié à l'agilité. Ce qui serait intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que dans des domaines effectivement comme l'infra, on a cette culture. Bah, c'est sans doute que enfin l'effet du risque est plus détonnant. Oui, et C'est-à-dire puis il est plus que perceptible aussi.
Voilà. Si on a un projet qui manque de sponsorship avec une application qui, au bout du compte, n'est pas trop utilisée, bon, c'est dommage, on a acheté de l'argent par les fenêtres, mais ça va pas trop Mhm. se voir. Si on a une infra qui tombe, c'est Mhm. plus. Voilà. Oui, Donc c'est peut-être que on va les dire risques c'est sont pas les mêmes, en systémique. fait, hein. Voilà, c'est un risque qui est peut-être plus systémique et qui a des conséquences plus graves, plus lourdes, avec un périmètre beaucoup plus large. Ce qui fait que là, oui, comme je disais, on les voit beaucoup plus facilement et donc on y apporte un intérêt beaucoup plus facilement aussi. Euh, Mais bon, je me demande aussi en réfléchissant s'il n'y a pas un problème tout simplement de compétences. ah oui, non, mais ça, oui, C'est-à-dire bien faire de sûr. l'évaluation des risques, c'est un métier. Il y a des Ah oui, risk oui. managers, hein, dans les grosses boîtes, il y a des risk managers. Et ce serait sans doute un élargissement intéressant du métier de PMO, de travailler sur ces problématiques qui qui sont pas enfin, on voit bien, on a du mal à faire porter ça par les chefs de projet. Donc je pense que il y a des boîtes qui ont des risk managers, pas beaucoup, hein, franchement, Mm. peu même. Et ce serait sans doute une bonne idée de faire ça. Mais Oui, sachant. pas que au lancement du projet. Parce Oui, que voilà, souvent, c'est c'est ça, ce que j'allais on vous fait dire. ça au lancement du projet et après on oublie. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est dans toutes les phases. On reprend le stage gate, mais quand on fait une analyse des risques dans les premières phases, c'est des risques stratégiques. C'est qu'est-ce qu'on risque si on lance le projet ou si on ne le lance pas. Hmm. Avec les premiers éléments, bien sûr, qu'on a à disposition, sachant qu'on sait que ça va évoluer au fur et à mesure qu'on avance, on a les informations. Mais même sur la partie opérationnelle, quand on planifie les activités, les tâches, la réception de livrables, si on effectue une recette, par exemple, c'est constamment analyse des risques. Et il y a, comme je disais, c'est très itératif également. Quand on fait de la planification, on ne fait pas une planification et puis on a mis en place un plan, on s'accorde au plan et on n'y bouge pas. Non, c'est quelque chose qui évolue. Et Hmm. moi, j'ai une philosophie, c'est aussi de faire constamment un pilotage par les risques, par rapport aux phases, aux tâches. OK, on a telle tâche, mais c'est une tâche qui va prendre 30 ans, qui nécessite telle ressource, qui va consommer tel budget. Mais quel est le risque? Quel est le risque qui va nous faire dépasser le budget, faire dépasser le temps, faire en sorte que les équipes n'y arrivent pas? Et c'est une réflexion qu'il faut avoir constamment. Et personnellement, j'ai l'impression de ne pas le voir, que ce soit chez les chefs de projet ou dans les équipes projet, même à plus haut niveau. Et comme vous disiez, je pense aussi qu'il y a peut-être un problème de compétence. Et sur ce point-là, il faudrait aussi accentuer l'information. La formation en elle-même, Hmm. oui, mais même un accompagnement poussé parce que ça s'obtient aussi avec l'expérience, j'ai l'impression. C'est pas automatique. Voilà, mais il faudrait former et les chefs de projet et le management. Ah oui, C'est oui, bah oui, pour bien qu'ils sûr. soient. Alors, il y a un truc qui est intéressant que j'ai pas vu souvent, mais parce que je travaille pas non plus beaucoup dans l'industrie, il y a des méthodos en fait où le coût d'occurrence du risque est chiffré. Et Oui, donc, on a une pondération en disant, bah, si ça arrive, ça va me coûter c'est 500 ça. 000 euros. Eh J'ai oui. 10% de chance. Donc, j'ai un coût, entre guillemets, de 50 000 euros. Et ça permet de donner un peu une métrique. Alors, il y a des choses qui sont difficiles à chiffrer, hein, si c'est des problématiques de conformité réglementaire, etc., c'est compliqué. Mais Oui. ça peut être quelque chose d'intéressant, peut-être pour remonter l'info et remonter des alertes. Typiquement, c'est plutôt la conformité du produit en lui-même. Les services conformité dans les industries font les calculs sur combien coûte une conformité. C'est-à-dire que Oui, c'est ça, voilà. Oui. en fonction de l'impact de la non-conformité, soit le produit est envoyé, mais il va falloir le réparer à un moment donné très rapidement, ou il fonctionne mal et ne permet pas d'obtenir la capacité Hmm. demandée, ou alors on ne l'envoie pas du tout. Le produit, on l'a créé avec des matériaux qu'on sait chiffrer. Le temps que ça a pris, on sait le chiffrer aussi. Et derrière, on est en capacité de calculer combien ça coûte. Je discutais avec un de mes clients pas très longtemps, avec un service qualité qui a pu établir avec des chiffres très précis que la non-conformité pour l'entreprise, ça coûtait 1 million d'euros à l'année. Ouais. Et qui pourrait être réglé avec des actions qui sont, je ne vais pas dire faciles, mais simples. Il y a une différence entre facile et Hmm. simple. Ça peut être simple, mais ça peut être un peu plus compliqué à installer. Ouais. Mais Mais je dans ce pense, cas-là, ouais. voilà, dans ce cas-là, là, il y a une capacité réelle de pouvoir chiffrer. Est-ce que c'est duplicable dans un domaine IT, notamment applicatif? Là, il y a beaucoup plus de complexité à savoir chiffrer. Qu'est-ce que ça coûterait si, à un moment donné, l'application tombe parce qu'il y a une vue tellement très systémique des Ouais, systèmes ouais, c'est d'information compliqué. C'est qu'on ne peut compliqué. pas trop le faire. Hmm. C'est compliqué. Mais on sent Dans, bien que quand on parle d'1 million d'euros, on va plus avoir l'écoute voilà, de c'est la ça. direction que quand C'est on ce que parle j'allais d'un vous dire. risque. Voilà. Voilà, c'est Donc, il dans y a le peut-être quelque cas chose à où, chercher. voilà, c'est ça, dans le cas où on arrive à chiffrer même partiellement le coût d'un problème de ce type-là, une direction a les écoutilles qui s'ouvrent un petit peu plus, et là, il y a la possibilité de discuter et d'enclencher des actions beaucoup plus facilement que de dire, bon, si l'application elle tombe,
voici ce qui risque d'arriver. Oui, mais combien ça va me coûter? Ben, ça, je ne sais pas. Bon, ben, ça ne Hmm. m'intéresse pas, tu te débrouilles, c'est ton affaire. Et là, bon, ben, c'est très compliqué d'enclencher des actions. Et je pense que les DSI en elles-mêmes ont aussi ce problème d'échange parce qu'ils n'ont pas cette valeur, enfin, cette perception business, pas forcément parce qu'ils l'ont pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas le faire aussi de leur côté. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi de votre côté. Oui, 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 je pense que s'il y a des choses qui sont difficiles à évaluer, hein, oui, c'est sûr. Oui. Très bien. Voilà. Donc, on a un champ d'investigation à développer. Ben, en parlant de champ d'investigation, là, sur l'actualité de Virage Group, avec tout ce que vous produisez comme service, comme résultat pour vos clients, vous avez une perception des choses sur ce qui va arriver prochainement? Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui pourrait arriver et comment vous voyez un petit peu au niveau stratégique l'évolution de votre entreprise? Oui, alors je pense qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et qu'on a raison, parce que c'est vraiment une révolution. Je pense que je vais refaire un parallèle. J'ai regardé ça. À Paris, en 1900, il y avait 80 000 chevaux et 560 voitures. En 1913, le dernier fiacre automobile était arrêté. Donc en 13 ans, le monde avait changé. Et moi, je pense qu'on est un peu en 1900 ou en 1902 ou en 1903, que donc on est vraiment face à un changement majeur. Euh, Nous, en interne, ça va, enfin, pour Virage, ça va nous toucher de deux manières. Ça va nous permettre d'être beaucoup, beaucoup plus efficaces. Donc, on est une entreprise de taille moyenne, on est une cinquantaine. Donc, pour nous, c'est intéressant. On a des concurrents qui sont notamment américains, qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Donc, c'est intéressant de pouvoir être beaucoup plus efficace. Et puis, pour nos clients, ça va leur permettre également de tirer un meilleur parti de nos solutions, sachant que l'IA a besoin de données. Et Mhm. que nous, on est, avec nos deux solutions Project Monitor et Strat Monitor sur la stratégie, des super outils pour aller capter la donnée. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on met où est la valeur pour notre client. La valeur, elle est certainement dans la captation de la donnée, dans la qualité de la donnée. L'analyse de la donnée va être énormément facilitée par l'IA. C'est déjà le cas, hein. Nous, on a déjà intégré dans nos produits là, qui sortent des fonctionnalités d'IA intégrées aux produits. Mais je pense qu'on a un champ qui s'ouvre qui est vraiment très important. On voit bien, enfin, c'est vrai qu'on en parlait avant de démarrer. Moi, j'ai du mal à me projeter à 2 ans, hein. Je ne sais pas bien quand on voit la vitesse à Mhm. laquelle les outils progressent. Je ne sais pas exactement où on en sera dans 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans 2 ans, demain ne sera pas comme hier. Le métier de PMO va changer. Le métier de chef de projet va peut-être un petit peu moins changer parce que un métier chef de projet, c'est fondamentalement, je pense, un métier humain. Mhm. C'est-à-dire un chef de projet, c'est quelqu'un, c'est un chef d'orchestre, hein, c'est souvent le parallèle qu'on fait. Et le chef d'orchestre, bah, c'est quand même bien que des humains parlent à des humains. Alors bien sûr, on va pouvoir peut-être demain avoir des agents dans les équipes, des je sais pas quoi, des machins, des trucs, mais le cœur du métier reste quand même un métier de communication, d'animation, etc. Donc oui, donc ça va beaucoup changer. Après, les méthodos, les machins, ça me paraît du second ordre par rapport à cette révolution qui est vraiment en marche avec l'IA. Ouais. Vous avez soulevé un sujet intéressant, c'est la donnée en elle-même, puisque, bon, vous l'avez dit, l'IA compte énormément sur une donnée qui doit être qualitative pour pouvoir fonctionner correctement. Euh, Est-ce que actuellement vous pensez que les organisations ont la donnée en elle-même qui est suffisamment construite, qualitative, qui permettrait de pouvoir mettre en place ensuite des projets IA afin de capitaliser cette donnée? Parce que personnellement, moi, dans mes expériences, c'est surtout ce que je vois. Il y a un gros travail de restructuration de l'information pour pouvoir prendre des décisions, tout simplement parce que c'est pas documenté. Le travail qui est effectué n'est pas pareil, encore une fois, documenté. Typiquement, les projets en eux-mêmes, il y a une mauvaise habitude, c'est très bien de lancer des projets, mais à un moment donné, on les stoppe, on les arrête, ils sont Mhm. terminés, et on ne documente pas comment ça s'est terminé, comment le projet s'est effectué, et on ne peut pas faire de comparatif entre ce qu'on avait planifié et ce qui s'est réellement passé.
Et finalement, on a ce manque d'informations, j'ai l'impression, dans les organisations, qui me semble très problématique dans le cadre où on veut mettre en place de l'IA, parce que si on n'a pas la bonne donnée, à quoi va servir l'IA? Bah, je pense que les clients qui utilisent nos solutions Project Monitor et Strat Monitor ont quand même des chances d'avoir des données de bonne qualité. Parce que, en fait, c'est un socle commun pour l'ensemble des projets sur lequel on va retrouver les plannings, les consommations de charges, mais aussi des éléments plus qualitatifs. Par exemple, on a des fonctionnalités d'échange qu'on peut appeler la main courante du projet, où on va mettre les rapports flash des projets, les choses comme ça, qui permettent, même si, et surtout ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a des capacités de catégoriser les projets, de les typer, en disant c'est un projet de tel domaine, c'est un projet de tel type, c'est un projet, voilà, comme ci, comme ça. Et donc, par exemple, les fonctionnalités IA vont permettre demain de faire un espèce de rapport automatique de la santé d'un projet sur la base des données déjà existantes. Donc, l'intérêt en utilisant nos solutions, c'est quand on est sur de la donnée structurée. On est sur de la donnée qui est déjà... tous les projets sont pas suivis de la même manière, mais ils ont au moins sur un cadre commun avec des données communes et catégorisées. Donc, ça sera jamais parfait, Mhm. mais je pense quand même qu'on va avoir des enseignements très intéressants. Finalement, les entreprises qui sont plus matures ont déjà cette culture projet qui peut être même standardisée par moment, ont plus de chances, on va dire, de bénéficier des bonnes fonctionnalités de l'IA avec le bon résultat qu'ils cherchent que des entreprises qui actuellement fonctionnent de manière artisanale. Oui, je n'avais pas réfléchi à ça, mais je pense qu'effectivement, dans la mesure où il y en a qui ont déjà de la donnée, les autres vont bénéficier parce que elles vont pouvoir accéder plus facilement à des méthodologies, des machins, mais on voit bien que c'est derrière, même si on a un super rapport méthodologique fait par IA, c'est pas pour ça qu'on sait l'utiliser. Ben Donc oui. oui, je pense qu'effectivement, les gens qui ont déjà de la donnée vont avoir un avantage concurrentiel, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Comment vous avez prévu d'incorporer tout ça dans vos solutions? Est-ce que, bon, vous parlez par exemple de rapports automatisés. Moi, je sais que je commence à prendre l'habitude d'enregistrer avec l'accord, bien évidemment, des personnes qui sont avec moi, les réunions. Comme ça m'évite de prendre des notes. Et à la fin, ben, l'IA me permet de générer un rapport automatique qui sera ben, très utile puisqu'il y a de la donnée dedans. Et derrière, ça permet de prendre des décisions un peu plus éclairées. Vous, comment vous voyez l'incorporation de ce genre d'outils dans vos solutions? Alors en fait, on a identifié pour l'instant trois étapes. La première, c'est effectivement ce qu'on appelle les LLM, donc globalement des modèles de langage comme ça. Donc on va permettre, par exemple, enfin on permet, hein, quand on fait une revue de projet, donc une revue de projet, c'est on passe en revue un certain nombre de projets, une vingtaine, une trentaine, peu importe, dans une instance. Et donc à chaque projet, on prend des notes. On dit, bah voilà, les décisions, etc. Donc là, il va y avoir deux choses. D'une part, et à la fin, ça génère un compte-rendu, qui est le compte-rendu des décisions prises sur l'ensemble des projets. D'une part, on va pouvoir faire une synthèse, enfin, on peut faire une synthèse automatique de ces éléments. Et d'autre part, on peut inviter à la réunion, comme vous le faites, un agent IA souverain, puisqu'on est très attentif au fait, nous, on est attentif à deux choses, le fait d'avoir une IA souveraine, donc c'est Mistral, le modèle, et d'avoir une IA qui donne des résultats traçables et auditables. C'est-à-dire qu'on sache quand l'IA nous dit quelque chose, d'où ça vient, et si on lui pose deux fois la même question, qu'on ait deux fois la même réponse, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est la première étape. On travaille plutôt sur le langage, sur les comptes rendus, sur le texte. La deuxième étape, c'est d'aider l'utilisateur à aller rapidement sur les choses importantes. Donc je me connecte, je gère un portefeuille de 10 projets et j'ai l'IA qui va me dire, ah, il y a tel jalon qui aurait dû être passé il y a 8 jours, qui n'a pas été passé. Il y a telle personne qui a passé sa météo projet de soleil. Voilà. Donc ça va être Mhm. ce qu'on appelle le quoi de neuf, quoi. Et après, la troisième étape, mais tout ça, il faut mettre en place des socles techno adaptés, c'est d'utiliser l'IA vraiment de manière plus prédictive en disant, bah, au niveau du projet, vu comment est parti ton projet et vu comment se passent les projets dans la boîte, voilà ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer. Et au niveau d'un portefeuille, pareil, permettre de faire des scénarios d'optimisation basés sur l'IA, contextualisés à la manière dont fonctionne l'entreprise. D'accord. Donc Donc, c'est très, très prometteur avec beaucoup de valeur pour les ouais, clients. donc il y a vraiment une notion d'optimisation très forte sur des activités, des tâches que vous avez déjà bien identifiées, qui sont Ouais. automatisables aujourd'hui grâce à l'IA, qui n'étaient pas possibles avant, pour gagner du temps, gagner en productivité, voire même être mieux accompagné sur la prise de décision, parce que ça permet de aussi construire les données, comme on disait tout à l'heure, avec les enregistrements, les rapports automatisés. Et tout ça, votre solution permettrait de faire ça et
voilà, c'est du classique, mais de gagner en productivité sur la partie gestion de projet. Ouais, et puis on va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que par exemple, quand je disais alerter un chef de projet sur les événements importants depuis la dernière fois. Bon, l'analyse de langage, on ne sait pas faire en algorithmique, mais l'analyse de langage, avec l'IA, on va pouvoir regarder s'il y a des comptes rendus qui sont de Mhm. nature alertante, on va dire d'un point de vue émotionnel. Mais le reste, le fait d'identifier les jalons en retard, les météos qui changent de statut, on pouvait déjà le faire avec de l'algorithmique. Mais il fallait imaginer toutes les règles, les coder, les faire évoluer parce que tel client considère qu'un dérapage de 10 jours, c'est pas inquiétant, mais que c'est 20 jours, etc. Là, Mhm. on a quelque chose de beaucoup plus souple, qu'on peut beaucoup plus simplement adapter au contexte du client. Donc, ouais, c'est un gain en efficacité énorme, hein, énorme. Est-ce que, alors tout à l'heure, vous disiez que bon, ça n'allait pas forcément trop changer le métier de chef de projet, plus peut-être impacter le PMO ou ce genre de fonction. Est-ce que vous avez quand même, vous, de votre côté, je ne vais pas dire détecter des dangers, mais des changements qui peuvent être majeurs sur certains métiers? Alors, actuellement, on parle par exemple beaucoup de la partie logicielle, puisque ça permet de, je ne vais pas dire de s'affranchir totalement, ça c'est parce qu'il faut quand même voir la réalité des choses, mais au moins de pouvoir commencer à maqueter sans forcément passer par un développeur, parce que le code peut être généré, mais derrière, ça permet juste de matérialiser une idée. Mais il y en a beaucoup qui s'inquiètent parce que voilà, ils voient leur métier un petit peu être mis en danger. Est-ce que côté gestion de projet, direction, management, gouvernance, vous avez détecté ce genre de fonctions qui peuvent être un petit peu plus mises à mal, voire même peut-être disparaître? Je pense que tout le monde a raison d'être inquiet, sans vouloir. Et après, quand je reprends mon exemple tout à l'heure avec les cochers et les voitures, dans les milliers de cochers qu'il y avait en 1900, il y en a plein qui sont devenus chauffeurs, mais pas tous. Donc, je pense que c'est bien que chacun s'interroge sur son métier, sur l'endroit où il apporte de la valeur ajoutée et qu'il soit attentif aux évolutions de la technologie. Donc, je pense que oui, des métiers d'analyse simple, tous les métiers qui sont liés à de l'analyse automatisable sont potentiellement menacés, entre guillemets, et que sa valeur, il va falloir la positionner ailleurs. Un PMO, ce qu'on va peut-être plus attendre de lui, c'est moins de faire de l'analyse de données, parce que franchement, Claude ou ChatGPT va très bien le faire. En revanche, aller porter la bonne parole auprès des chefs de projet, aller faire un reporting qualitatif auprès de la direction générale, aller peut-être développer la culture des risques, ça, on aura toujours besoin d'humains. Mais effectivement, prendre un rapport Excel pour l'analyser et faire des... Bon, je pense que toute personne qui a utilisé un peu des moteurs d'IA un peu modernes est complètement scotché. Donc voilà, faut réfléchir à son positionnement de valeur. Ok, très bien. Bon, on arrive doucement sur la fin de notre échange, qui était, je pense, très intéressant, très qualitatif. Est-ce que vous avez encore certains points que vous auriez aimé évoquer vis-à-vis de nos échanges, que ce soit sur ce qu'on vient de discuter par rapport à l'IA ou même nos échanges précédents, qui vous semblaient intéressants d'évoquer, notamment pour ceux qui nous écoutent, afin de leur donner des conseils, de leur dire bon voilà, on parlait d'IA, mais peut-être pour d'autres éléments, de faire attention, ou peut-être tout simplement, ben, si jamais vous voulez faire ça, il faut que vous fassiez ça d'abord. Alors moi, j'aimerais bien aborder un autre sujet, Ouais. enfin un sujet un petit peu différent. Tout à l'heure, on a commencé notre entretien en disant les années 90-2000, c'est le moment où le mode projet s'est répandu. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir un peu une mauvaise compréhension, notamment dans l'univers du projet, de considérer que tout est un projet. Mhm. Et nous, on travaille sur deux sujets qui sont les projets et la stratégie. Et dans la stratégie, il y a un volet transformation, en fait, si on veut faire changer une organisation. Et je pense que toutes les actions de transformation ne sont pas forcément des projets. Mhm. Et que donc, utiliser des méthodes de gestion de projet pour faire de la stratégie, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, en fait, là, pour être plus précis, la stratégie va donner lieu à des actions de transformation, et ces actions de transformation peuvent donner lieu à des projets. Mais il y a un Mhm. risque de confusion entre les deux. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a développé deux solutions, hein. L'une pour piloter la stratégie, l'autre pour piloter les projets qui communiquent. Mais c'est juste pour rebondir un peu sur le démarrage de notre discussion.
en disant attention, il peut y avoir une petite tendance, notamment, comme on dit, de la part des chefs de projet, de considérer que tout est projet. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est quand on est malade et qu'on s'adresse à un chirurgien, il a tendance à dire que ça s'opère. Pas forcément. Donc, quand on parle d'un problème, un chef de projet, il a tendance à dire t'inquiète, je vais mettre en place un projet. C'est pas toujours la solution. Je Notamment vous pour rejoins. piloter les actions de transformation qui sont des actions de C'est long ça. terme, qui ne se pilotent pas exactement comme les projets. Je vous rejoins parce qu'il y a toujours ce message qui est véhiculé qu'on va faire un projet de transformation. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une transformation? Chacun a sa propre vision, mais généralement, quand on fait ce genre d'initiative de transformation, ça va toucher à des éléments qui sont très transverses. Et on ne peut pas faire ça avec un seul projet. Tout à l'heure, on abordait la notion de programme. On est plus proche de la notion d'un programme que d'un projet unique. Et là où on va avoir finalement un portefeuille de projets qui va pouvoir se créer pour porter cette vision de transformation qui est finalement plus un objectif stratégique, business pour l'entreprise qu'un réel projet, mais bien sûr qui va se décliner en projets qui auront leurs propres objectifs spécifiques qui permettront d'atteindre l'objectif global. En tout cas, Tout, c'est tout la à vision fait. que j'ai. Tout à fait. Et en plus, dans les projets de transformation ambitieux comme celui dont vous parlez, il y a tout un volet de compétences, en fait, de Et oui, capacités, en fait, c'est qui ça. passe par des actions de formation. Alors, on peut considérer que la formation est un projet en tant que tel, mais c'est globalement faire monter les gens en compétences. Donc, si par exemple, dans le cadre d'une transformation, on veut faire des nouvelles choses qu'on ne sait pas avant, ben, il faut former les gens pour qu'ils savent Et les oui. faire. Sinon, on ne va pas y arriver. Ah oui, mais totalement. Et même les accompagner Voilà. pour les aider. C'est tout l'utilité d'avoir des consultants ou des personnes externes qui viennent s'incorporer dans les effectifs de manière temporaire. Parce que oui, hein, on revient sur notre discussion tout à l'heure, mais il y a un vrai problème de compétence. C'est pas la faute des gens directement, c'est parce que bon, ben, des fois on ne sait pas, on essaie de faire au mieux, on pense désigner les bonnes personnes et finalement on se trompe, c'est ce qui est normal. Mais le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et oui, il y a toujours besoin d'accompagnement sur ces thématiques-là avec des personnes qui sont expérimentées, parce que la compétence, encore une fois, c'est la chose la plus importante. Alors oui, Mm. un projet, on a coutume de dire, bon, c'est beaucoup de logique, c'est oui, mais il y a aussi de la rigueur, de la méthodologie, il y a des outils employés. De La l'expérience. logique, ça se construit, et derrière, il faut employer des compétences de communication, de planification. Et finalement, oui, il y a une logique, certes, mais c'est pas parce qu'on comprend la logique que derrière, on peut la déployer. Et là, Mm, tout à fait. il y a beaucoup d'éléments, de leviers à activer avec des personnes externes qui viendront apporter de la formation, comme vous dites. Sinon, ben, je ne pense pas que ce soit possible de mener ce genre d'initiative avec des gens, certes, qui peuvent être de bonne volonté, mais qui n'ont finalement pas les bonnes compétences. Mm, tout à fait. Tout à fait. Puis peut-être un autre point pour, en fait, les projets, c'est pas simple. Mhm. Les portefeuilles de projets, c'est encore moins simple. Mais bah, nous, chez Virage, on a vraiment la conviction qu'on peut piloter assez simplement des Oui. choses complexes. Et que le pilotage, la complexité du pilotage n'est pas représentative de la complexité de ce qu'on pilote. Donc on peut très bien piloter assez simplement des choses complexes. Oui, c'était la question que je voulais vous poser parce que vous disiez que finalement, la simplicité peut se mettre en place même sur des projets qui sont, même des programmes ou des portefeuilles qui sont d'envergure. Alors, comment vous définissez, vous, la simplicité? Comment vous voyez les choses simplement, tout Alors, simplement? je pense qu'on peut piloter simplement. C'est-à-dire que pour piloter, pour prendre les bonnes décisions, on n'a pas, ça peut être assez simple sur des sujets complexes. Après, une grosse erreur est de considérer que le métier des autres est tout simple. Et Mhm. en fait, si un projet est de nature complexe, il est complexe pour ceux qui le mènent. Et il ne faut pas nier cette complexité. En revanche, le pilotage, donc la prise de décision, est-ce que je remets du budget, est-ce que je remets des ressources, est-ce que j'allonge le budget, est-ce que, bah, ça, il n'y a pas de raison que ce soit trop compliqué. Et après, nous, notre enjeu, c'est vrai que c'est de proposer des solutions qui soient simples pour les parties prenantes, hein, pour les gens qui utilisent nos solutions. Je pense que une bonne notion, en tout cas pour nous qui sont du suivi de projet, hein, du suivi de portefeuille, c'est déjà de mettre que des choses utiles. Donc, si une information n'est pas utile, ben, il faut pas la mettre parce que si elle n'a pas de lecteur, Mhm. ça va servir à rien. Voilà. Très bien. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, bah, alors un petit conseil général. Je pense que le projet, le PMO, tous ces métiers-là, on l'a dit, peuvent être des métiers où on est un peu solitaire. Et un conseil serait d'aller voir, de sortir la tête, surtout quand on est
un peu dans le tunnel là, et de voir comment travaillent d'autres confrères, d'autres organisations, parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ses pairs. Nous, on met en avant, en fait, puisque on fait des logiciels, mais on met toujours en avant vis-à-vis de nos clients un triptyque, les produits, le conseil et la communauté. Parce qu'effectivement, la communauté de tous nos clients est un actif important pour nos clients parce que ça leur permet d'échanger. Donc, même au niveau des chefs de projet, qu'ils aillent voir leurs collègues, voilà. C'est mon conseil. Super, merci beaucoup. Mais, Frédéric, merci pour votre intervention. Merci, Johan. C'était très intéressant. Et on espère vous revoir d'ici quelques temps dans Projectile pour une nouvelle interview qui, j'espère, sera tout aussi passionnante. Avec plaisir. Merci beaucoup, Johan, pour ce temps ensemble, qui était très intéressant et sympa. Merci à vous.